Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du Dimanche, premier numéro de l'année 2021. Bonjour, Biram Faye. Bonjour Mamadou. Mes meilleurs vœux. À vous pareillement. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour que je puisse m'adresser à nos compatriotes, à nos concitoyens, à nos concitoyennes. Vous souhaitez une bonne heureuse année à vous, vos collaborateurs, et à tout le peuple sénégalais. Jury du dimanche qui reçoit donc le coordonnateur de la Task Force républicaine et directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Biram Faye, vous étiez précédemment directeur général de l'AM, puis de l'ANEJ. On vous surnomme Monsieur Emploi. On verra au cours de cette émission si ce surnom a donné des résultats lors de votre passage à l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Titulaire d'une maîtrise d'anglais et sortie major de votre promotion en certificat de spécialité en littérature et civilisation américaine, vous vous inscrivez par la suite à l'Institut supérieur du management, ISM, où vous obtenez un Master 2 en organisation des entreprises, options ressources humaines et management de la qualité totale. Avec un MBA à Southern California International University, vous êtes doctorant à Paul Valéry Montpellier 3 en France et actuellement inscrit au Centre des hautes études de défense et de sécurité SHEDS pour l'obtention d'un master en paix et sécurité. Première question, d'abord, la Task Force républicaine. Qu'est-ce qui motive la création d'une telle structure dont vous êtes le coordonnateur? La Task Force républicaine est une initiative de jeunes cadres de l'Alliance pour la République, experts en beaucoup de domaines. Nous avons pris sur nous quand même la responsabilité de mettre sur place cette structure, après une prise de conscience, après une victoire éclatante au premier tour avec 58%, avec aussi un objectif d'accompagnement du président de la République dans le cadre de l'émergence du Sénégal d'ici à 2035. C'est un cadre de rencontre, d'échange et de participation au débat public national pour rehausser et relever le niveau du débat. C'est une force également de proposition pour la bonne marche du parti et de l'État. C'est un cadre également qui nous permet de renforcer les capacités de nos jeunes militants. Donc nous avons pris sur nous la responsabilité d'accompagner davantage le président de la République dans le cadre de la vulgarisation de ses réalisations et dans le cadre aussi de sa défense et de la défense du parti. Vous semblez dire que c'est votre propre initiative. Pourtant, des cadres de votre parti qu'on a entendus disent que vous êtes à la solde du directeur de cabinet du président de la République, M. Mahmoud Saleh. Non, vous répondez quoi? Non, Mahmoud est un camarade de parti, membre fondateur de la paire, qui a décidé de nous encadrer, de nous accompagner, parce que nous sommes plus... C'est lui qui a créé le cadre ou... Non, ce n'est pas lui qui a créé le cadre, c'est un cadre que nous avons mis sur place, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre propre décision, et c'est le conseil également du président de la République, avec l'accompagnement du camarade ministre d'État Mahmoud Saleh, et nous le remercions aussi au passage. Pourquoi certains ne se reconnaissent pas dans ce cadre? Bon, c'est un cadre qui ne peut pas contenir tous les militants et tous les responsables de la paire. Peut-être tout le monde aimerait être membre aussi de ce cadre. Nous venons de démarrer et nous comptons poser le débat sur l'élargissement sur la table. Donc nous comptons l'ouvrir aux alliés et à d'autres aussi compétences de notre parti. Mais jusqu'ici, en tout cas, les échos sont très favorables. Et nous avons constaté une amélioration du débat public national avec une présence plus active au niveau des médias, la presse écrite, les télévisions, la presse en ligne, les réseaux sociaux, bon, un peu partout. Donc l'importance de la mise en place de ce cadre n'est plus à démontrer. Et je remercie aussi tous nos camarades pour leur disponibilité, leur générosité et tous nos aînés aussi qui ont pris quand même la responsabilité de nous accompagner. Nous avions mis en place le cadre avant la Covid. Avec l'interdiction des rassemblements, nous avions mis en veille les activités. Et après la reprise des activités et la relance de la vie économique, nous avions décidé de relancer le cadre. C'est la raison fondamentale pour laquelle un séminaire a été organisé à Saly avec le soutien de Mahmoud Saleh, Augustin Tine, les camarades Mahmoud, Augustin et Morgom, et avec l'accompagnement sur le plan médiatique du porte-parole du gouvernement, le camarade Seydou Gueye, le camarade El Kassé, le camarade Abdoulatif Koulibaly et le camarade Luxar.
Le chef de l'État a délivré son discours de Nouvel An, comme il est de coutume, le 31 décembre 2020. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention de ce message à la nation? Bon, ce qui a retenu le plus mon attention par rapport au message traditionnel du chef de l'État, d'abord c'est l'innovation. Parce que dans le passé, nous avions droit à la lecture des discours ou bien des messages seulement. Et depuis 3 ans, le président innove en procédant à la lecture de son message à la nation, mais également en accordant une grande interview à l'opinion à travers la presse nationale. Donc c'est une innovation majeure et qui renforce aussi le droit à l'information de nos compatriotes. Donc nous saluons cette innovation. L'autre élément qui a retenu notre attention, c'est 3 temps forts axés sur l'économie, c'est la politique et le social, avec une dizaine de sous-thèmes, l'agriculture, l'emploi, le budget, la gestion de la Covid, les infrastructures, le social, la politique, le dialogue, ainsi de suite. Mais surtout, le discours a débuté par une marque de compassion à l'endroit de nos compatriotes qui sont décédés à travers le phénomène de l'immigration clandestine, mais également les compatriotes qui nous ont coûté tout au long de l'année 2021, surtout dans le cadre de la Covid. C'est un discours qui porte son accent sur l'action. Il vient d'être élu et puis il est encore résolument décidé à faire émerger le pays. Encore une fois, nous saluons la grandeur de ce discours. Le chef de l'État a annoncé la volonté du gouvernement d'acquérir un vaccin contre le coronavirus. Peut-être dans le premier trimestre de 2021, on va quand même rappeler les chiffres. Aujourd'hui, on est à plus de 19 500 cas positifs. On a dépassé les 416 décès. Une deuxième vague du coronavirus a fini de s'installer. Un vaccin, une bonne nouvelle, certainement, mais qui fait souvent l'objet de vives réticences, ici comme ailleurs, surtout au Sénégal. Les gens ne sont pas très prompts à se faire vacciner. Quelle est votre lecture de cette annonce d'un vaccin contre le coronavirus? Une bonne nouvelle, bien sûr, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Je rappelle aussi que la démarche est très responsable et le Sénégal n'est pas un cas isolé par rapport à ces quelques réticences. C'est des réticences que nous pouvons constater un peu partout à travers le monde et en partie au niveau des réseaux sociaux. Mais je disais tout à l'heure que la démarche est très responsable parce que le Sénégal n'est pas seul dans cette démarche. Le Sénégal est dans l'initiative COVAX avec 174 pays qui ont décidé d'acquérir le vaccin de façon responsable et de façon solidaire. Au-delà de cette initiative aussi, il y a la souveraineté de notre pays. Donc le président a été très clair que le Sénégal peut aller chercher, si les conditions le permettent quand même, le vaccin au-delà de cette initiative axée dans le cadre de COVAX. Donc la démarche est responsable. Mais une vaccination à l'échelle nationale, puisque je parlais du vaccin, est-ce que ce n'est pas là un grand défi quand on sait les réticences qui pourraient se faire jour? Vous savez, bon, gérer c'est prévoir. Et on ne peut pas avoir aussi l'unanimité à une prise de décision quand on gère un pays. Mais l'intérêt, c'est de voir que c'est une décision qui vise seulement à protéger nos concitoyens et nos concitoyens, nos compatriotes. Il y a un travail de sensibilisation. Effectivement, aussi. Il y a un travail. Et aussi de la pédagogie par l'exemple. Et là aussi, que des autorités elles-mêmes acceptent de se faire vacciner pour dire, bon voilà, vous pouvez aussi vous faire vacciner. Comment allez-vous vous y prendre concrètement? Je suis totalement d'accord qu'il faudra prendre des mesures d'accompagnement, surtout en termes de sensibilisation. L'exemple américain avec Joe Biden est très illustratif. Mais le chef de l'État prêt à être le premier. Le chef de l'État est toujours prêt à aller. Le chef de l'État est toujours prêt à prendre des risques pour sauver son peuple. Premier cobaye. Mais bien sûr, pourquoi pas, si la situation le nécessite. Pour sauver le Sénégal. C'est pas compliqué. Un vaccin va arriver. S'il arrive, il faudra que certains acceptent d'être des cobayes. Ce qui a l'air de retirer à ce niveau, c'est les deux approches. L'approche dans le cadre de l'initiative COVAX et l'approche dans le cadre de la souveraineté aussi de notre État. Oui, justement. Donc la démarche... Je veux insister sur ce point. La démarche est très responsable. Et là, mes pensées vont également au personnel soignant qui se bat tous les jours et nuits d'arrache-pied bec à ongle pour endiguer cette pandémie.
Donc je voudrais également les féliciter par rapport aux résultats obtenus et saluer la démarche multisectorielle et multi-acteurs qui a été mise en place par les chefs de l'État. Saluer tous les acteurs qui sont impliqués dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui est d'envergure mondiale. Nous réjouir des résultats obtenus, nous ne bombons pas le torse, nous accompagnons le président encore une fois, mais surtout lancer un appel pour que chacun puisse pratiquer les mesures barrières, qui est la première arme pour freiner encore une fois cette pandémie, le premier vaccin. C'est le respect strict des mesures barrières. Birame Faye, directeur général de l'ASP, il est aussi le coordonnateur de la Task Force républicaine. Il est l'invité du jury du dimanche e-radio ITV. Alors, dans le grand entretien qui a suivi son discours et qu'il a accordé à la presse, le président de la République s'est expliqué sur la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. On parle de plein pouvoir qui lui permettrait de ne pas nécessairement passer par l'Assemblée nationale pour prendre certaines mesures en période de catastrophe sanitaire ou naturelle. La fin justifie-t-elle les moyens en parlant de ces pleins pouvoirs? Il ne faut pas analyser cette affaire sous ce angle. Je l'ai dit tout à l'heure, gérer c'est prévoir. Bon, ça ne veut absolument d'attendre que la situation explose pour se précipiter à prendre des mesures. Donc il faut faire la part des choses entre vitesse et précipitation. Quand on fait confiance à quelqu'un et qu'on lui donne le pouvoir, il faut lui faire confiance et lui donner également les moyens quand même de mettre en œuvre cette vision pour laquelle il a été élu. Donc je pense quand même que le président est assez responsable et tout le monde a vu l'utilisation qu'il a faite, en tout cas l'usage qu'il a fait de ces mesures qui ont été facilitées par l'Assemblée nationale. Donc le jeu envoie la chandelle. Si c'est dans le cadre de bien faire, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème par rapport à ça. Oui, certains pensent que ce projet de modification de la loi 69-29 n'est pas conforme à la Constitution. On a même lu des juristes éminents dire qu'il faut que cette loi fasse l'objet de désinfection et de désintoxication pour être en conformité avec l'esprit de la Constitution. La crainte, c'est que le président s'arroge tous les pouvoirs. Bon, le président ne cherche pas à s'arroger tous les pouvoirs. Le président cherche tout simplement, l'objectif qui est visé, c'est de protéger nos populations, d'anticiper dans le cadre de la gestion du pouvoir et de ne pas attendre que la situation explose, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour courir. Donc mieux vaut prendre les mesures préventives nécessaires, en tout cas. Et les avis sont partagés aussi à ce niveau. Nous avons entendu des juristes soutenir ce que vous venez de dire. Nous avons entendu également d'autres juristes soutenir le contraire. Nous faisons confiance au président et je suis sûr que les bonnes décisions seront prises. Des ordonnances qui seront prises, par exemple, par le chef de l'État? Oui, si nécessaire, si nécessaire. Quelle en serait la limite? La limite, c'est en fonction du besoin, de la nécessité. Et je pense qu'il n'y a pas de coût. Le fait de vouloir sauver les populations contre cette pandémie qui a frappé de plein fouet des pays développés. Et nous devons suffisamment faire confiance au président parce que jusqu'ici, la planification et les mesures qu'il a prises nous ont permis encore une fois d'occuper une position qui force le respect et la considération à travers le monde. Donc encore une fois, nous devons donner au président les moyens de pouvoir encore une fois mettre en œuvre sa vision qui rentre seulement dans le cadre de sauver nos populations. Migration irrégulière, le président en a parlé. Il a même parlé de réseau mafieux. On est en présence d'une mafia? Bien sûr. Ah oui? Oui. Quels sont les éléments de preuve? D'abord, l'immigration irrégulière, c'est un phénomène qui ne touche pas seulement le Sénégal, c'est un phénomène qui date de très longtemps, qui touche le Sénégal, l'Afrique et le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des réseaux mafieux qui utilisent nos enfants sur la base de leur faire croire à un Eldorado qui n'existe plus en Europe, bien sûr. Donc, le président a pris la résolution ferme de combattre ces réseaux mafieux. Et nous sommes totalement d'accord avec lui et nous le soutenons dans le cadre de cette prise de décision. Et tout le monde a constaté que le phénomène a baissé ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il explique? Bon, le travail qui a été fait, c'est-à-dire à travers une approche multisectorielle et multi-acteurs,
les forces de défense et de sécurité, tout le monde est entré dans le jeu pour, en tout cas, freiner ce phénomène. Bon, ce qu'il y a lieu de retenir à ce niveau, c'est surtout les efforts qui ont été faits dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. Cette approche triptyque du chef de l'État, qui avait pris la décision de mettre à la disposition de nos jeunes compatriotes et qui a dit dans son programme que la jeunesse constitue sa priorité, lui-même étant jeune parce qu'il est né après les indépendances, dans un pays composé de jeunes sur le plan démographique, parce que l'essentiel de l'histoire du pays a été faite en grande partie par la jeunesse. Nous avons des dates très illustratives, 68, 88, 2012, 23 juin, ce sont les efforts qui ont été faits dans le domaine de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 000 emplois formels créés en CDD et en CDI et enregistrés en bonne et due forme au niveau de l'inspection du travail. Et vous dites Monsieur Emploi. Concrètement, quels sont les résultats que vous avez créés, vous, quand vous étiez à la tête de l'Agence nationale de l'emploi des jeunes, par exemple, ANEJ? Les résultats que nous avons créés, c'est de mettre en œuvre la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État, qui consiste à recevoir les jeunes, à les conseiller et à les orienter dans le cadre de l'emploi salarié et dans le cadre de l'auto-emploi, de l'employeur privé. Et c'est un travail que nous avons fait et que nous avons réussi en collaboration avec les autres acteurs du secteur, comme le FNPG par exemple. Donc l'année s'est chargée de recevoir les jeunes, d'aller même à la rencontre de ces jeunes, de leur donner les conseils nécessaires dans le cadre même du développement personnel, du leadership. Parce que les jeunes aujourd'hui doivent avoir cet esprit de création, d'innovation, d'imagination. Ils doivent croire en eux et ne pas tout attendre de l'État. En termes de chiffres, globalement, oui, nous avons dépassé largement l'engagement qui a été pris par les chefs de l'État en termes de création d'emplois. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire, oui, mais ces jeunes que vous avez encadrés, tout le travail que vous avez fait, en termes de chiffres, le nombre est de combien? En termes de chiffres, oui, nous avons créé plus de 500 000 emplois formels. Oui, mais ça, ce n'est pas seulement l'ANEJ. Non, globalement, je veux dire tout le système. Oui. C'est des emplois formels à travers des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée, des emplois enregistrés au niveau de l'inspection du travail. Ce qui n'a rien à voir compte tenu des 105 000 bénéficiaires créés par les efforts de la DER et du nouveau programme PAVI qui vise à créer aussi 150 000 emplois directs et indirects, compte tenu des efforts qui ont été consentis par le PRODAC, par l'ADIDA. Oui. Surtout dans le cadre de la formation professionnelle. Vous ne parlez toujours pas de l'ANEJ. Non, globalement, j'ai dit que l'ANEJ, sa mission, c'était de recevoir les jeunes et de leur donner les conseils nécessaires. Le monsieur emploi, c'est un surnom qu'on m'a attribué parce que c'est une passion pour moi d'aider les jeunes. Vous l'assumez? Je l'assume. Au-delà même des possibilités qui me sont offertes dans le cadre des missions qui me sont assignées, c'est ma passion, en tout cas, de faire le tour du pays, de consentir les efforts nécessaires pour quand même mettre à la disposition de nos jeunes des opportunités d'emploi. Donc c'est pourquoi on m'a attribué ce surnom Mouché Emploi et qui me pousse encore une fois à redoubler d'efforts dans le cadre du soutien nécessaire que nous devons apporter à ces jeunes qui le méritent. Il y a aussi le programme PAVI qui va créer plus de 150 000 emplois compte tenu des efforts consentis par le PRODAC, par l'ADIDA. Le budget de la formation professionnelle, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il faut s'attaquer à la base des problèmes. Nous avons 6% au niveau de la population active à avoir une qualification. Donc il faut former les jeunes pour qu'ils puissent avoir un métier. Nous sommes tous passés à travers ce système. Nous sortons avec des doctorats, des maîtrises, mais en vérité, nous n'avons pas pour la plupart un métier. Nous avons 6% de la population active. En vérité, c'est des gens qui n'ont pas de métier. Le président a dit qu'il met en place une triptyque formation professionnelle, emploi, entrepreneuriat. Et le budget est passé de 24 milliards à plus de 78 milliards dans le cadre de la formation professionnelle. Deuxièmement, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, qui était à 20 milliards, le président l'a ramené à 30 milliards et l'a mise à la disposition des jeunes à travers des mécanismes comme le 3FPT et l'ONFP. Au-delà de ça aussi, il y a les apprenants
Il y a également la qualification des métiers traditionnels. Donc, encore une fois, beaucoup d'initiatives ont été prises pour aider les jeunes à avoir de l'emploi. Les mécanismes aussi d'aide, d'accompagnement et d'encadrement au profit de ces jeunes doivent faire des efforts en termes de communication et de sensibilisation au profit des jeunes. Oui, oui, ces mécanismes-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu de les fusionner encore? On a l'impression qu'il y a une inflation de structures qui s'occupent de l'emploi des jeunes, mais aussi de la promotion des activités génératrices de revenus chez les femmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une inflation d'agences, alors que la question de l'emploi reste une question lancinante? Je ne pense pas. C'est une question qui préoccupe tout le monde. Même dans le cadre de la gestion de la Covid, heureusement, le président avait pris des mesures pour sauver l'emploi. Mais aux États-Unis, c'est 30 000 chômeurs que la Covid a créés. Et ce n'est pas le cas chez nous. Donc je ne pense pas que la situation, quand même, pose problème à ce niveau. Pourquoi je le dis? À travers l'année, le Sénégal est membre de l'Association africaine des services d'emploi public et de l'Association mondiale des services d'emploi public. Nous avons un bon modèle. Et en 2014, la décision qui a été prise par le président de fusionner l'ANEJ, le FNPJ, l'emploi des jeunes de la banlieue et l'agence qui s'occupait des marchands ambulants, c'était une bonne décision pour 3 raisons au moins. Cela nous a permis de rationaliser nos dépenses. Cela nous a permis de mettre plus de cohérence dans le secteur de l'emploi, parce que dans la Constitution, on nous dit que l'accès à l'emploi est libre. L'accès est libre. Et il est donné à tout le monde au-delà du sexe, de la religion et de la localité. Mais on avait trouvé sur place un dispositif d'emploi des jeunes de la banlieue. Et pourtant, en ville, à Rebeuss, à Niayes-Thioker, à l'intérieur du pays, il y a d'autres jeunes peut-être qui ont des problèmes à l'image des jeunes de la banlieue. Donc cette rationalisation nous a permis d'économiser des ressources financières considérables, comme nous l'avons fait dans le cadre des voyages, comme nous l'avons fait dans le cadre de la téléphonie, comme nous l'avons fait dans le cadre des véhicules administratifs de l'État. Ça nous a permis de rationaliser nos dépenses. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça nous a permis de mettre plus de cohérence dans le secteur, mais ça nous a permis également d'assurer une politique d'emploi décentralisée. Aujourd'hui, l'ANPEJ est présent un peu partout pour accueillir les jeunes et leur donner les premiers conseils. Donc, chaque institution a sa propre mission qui n'a rien à voir avec celle des autres institutions. Donc, il n'y a pas de problème. C'est des mécanismes qui travaillent de façon collégiale dans le cadre de la formation professionnelle, dans le cadre de l'emploi salarié comme de l'emploi non salarié, l'auto-emploi et l'emploi privé, et qui ont donné également des résultats satisfaisants. Très bien. Biram Faye, directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Parlons justement de l'ASP. Votre bilan 2020 donne quoi? Bon, un bilan très positif. Et je félicite tous mes collègues et tous les ASP qui sont un peu partout, répartis sur toute l'étendue du territoire national, parce que nous avons réussi un maillage territorial, un maillage national et un maillage institutionnel. Aujourd'hui, les ASP sont un peu partout. Bon, l'une des principales décisions que le chef de l'État a prises une fois au pouvoir, c'est l'institutionnalisation de la sécurité de proximité. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui date de très longtemps, au Sénégal comme un peu partout à travers le monde. La forme peut changer, mais le fond reste toujours le même. Au Sénégal, nous avons connu l'affaire des policiers radiés en 1987. Vous allez au Canada, on vous parle des stewards. En France, on vous parle des gestionnaires de flux et de la police de proximité. Date de Seine, c'est la même chose. C'est la même chose. Le président a pris cette décision phare dans le cadre de la composante, dans le cadre de la sécurité intérieure, mais surtout au niveau de la composante sécurité publique, pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'était de renforcer les dispositifs sécuritaires gérés par les forces régaliennes, qui sont la police et la gendarmerie, qui sont nos partenaires de premier rang, mais également de donner à une bonne masse critique de jeunes, environ 10 000 jeunes, la possibilité et l'opportunité de participer à la construction du pays. Vous êtes au nombre de combien exactement? Au lieu de nous dire environ. Nous sommes 10 000 ASP. 10 000? Oui, nous sommes 10 000 ASP ronds, à part quelques départs qui ont réussi à des concours, quelques décès et quelques ASP qui ont vu aussi des opportunités en termes de perspectives professionnelles meilleures. Qui vont être remplacés?
Oui, là également, il faut retenir que les ASP ont un statut. Ils sont des engagés civiques volontaires avec une durée d'engagement qui date de 4 ans, 2 ans renouvelables une fois après évaluation du service rendu. C'est le président qui a bien voulu leur accorder une prolongation à caractère exceptionnel, une prolongation de 3 ans. Il y avait beaucoup de controverses quand le président portait sur les fonds baptismaux cette structure, mais aujourd'hui c'est une structure qui est devenue un modèle dans la sous-région comme à travers le monde. Il y a 1 an, nous avions organisé une conférence internationale régionale à laquelle les 15 pays de la CEDEAO ont participé à leur propre demande, suite à un exposé qu'on a fait à Abidjan sur le modèle sénégalais. Au-delà des pays de la CEDEAO, il y avait le Tchad et la Mauritanie. Et au-delà de l'aspect sécuritaire, la raison principale pour laquelle l'agence a été créée, les ASP, en fonction de leur formation et en fonction des manquements constatés au niveau des structures d'accueil, ils sont utilisés partout comme chauffeurs, comme assistantes, comme secrétaires, comme archivistes, comme comptables, comme agents administratifs, comme infirmiers, comme informaticiens. Donc c'est une agence qui a fini de prouver toute son importance. Est-ce que vous prévoyez des recrutements? Nous prévoyons, cette année, nous avons encore une fois, combien? la durée de l'engagement c'est de 4 ans. Oui. Le président leur a accordé 3 ans. C'est des jeunes qui sont à la fleur de l'âge, qui ont accepté de se donner en sacrifice au profit de toute la nation. Donc pour des mesures sociales, nous avons décidé, cette instruction du président, de leur trouver des perspectives professionnelles meilleures. C'est pourquoi nous avons organisé 2 ateliers auxquels tous les experts en emploi, en sécurité et les partenaires ont été conviés. Et toutes les conclusions de ces résultats sont entre les mains des autorités compétentes. Donc, il n'y a pas de recrutement en 2021. La balle est dans le camp des autorités. Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens? Nous avons fait des propositions également. De recrutement. Également. Il y a plusieurs problématiques quand on parle des ASP. D'abord, on a souvent parlé d'abus. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour que les ASP soient des agents qui sont respectueux des droits des citoyens, des règles de sécurité? Bon, ils ont été formés, parce que parmi les 10 000 ASP, quand même, les 8 000 sont venus avec un métier. La moitié a fait le service militaire. Ils ont été recrutés sur la base d'un certain nombre de critères. Le casier judiciaire, l'enquête de moralité. Et quand je suis arrivé, j'ai même ajouté un projet professionnel qui puisse accompagner quand même l'ASP jusqu'à la fin de son engagement. Ils sont formés sur 45 jours. Et dans le cadre des conventions partenariales qui nous lient avec nos partenaires, il y a des clauses aussi qui imposent à ces partenaires de les former en fonction des métiers d'accueil. Et il y a au-delà du pécule aussi, ils sont quand même bien gérés. Il y a une mutuelle de santé qui les gère à hauteur de 80%, doublé d'un centre médico-social que je viens d'installer à la cité Kergorgui. Il y a également la gratuité du transport dans la région de Dakar, à Saint-Louis, Kaolack et Mbour. Et je travaille sur la généralisation de la gratuité du transport. La formation, elle est continue, elle est permanente. Donc les ASP sont très bien formés. Il y a des sanctions qui sont prises en cas de violation. Oui, parce que parmi les missions qui sont les nôtres, l'État nous a assigné 5 missions. La première mission, c'est la participation à l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de lutte contre la délinquance. Il y a également l'élaboration de guides déontologiques et disciplinaires au profit de ces ASP. Il y a le recrutement, la formation et le déploiement d'ASP au niveau des forces de défense et de sécurité pour renforcer les dispositifs sécuritaires et au niveau de toutes les administrations. Il y a également la mise en place des contrats locaux de sécurité en fonction des comités de département de sécurité et la promotion de toutes les luttes dans le cadre de la sécurité de proximité. J'ai même mis en place une cellule contrôle et j'ai doté cette cellule de moyens suffisants pour que le contrôle puisse se faire de façon permanente sur toute l'étendue du territoire, à tous les niveaux et à tout instant. Donc les ASP sont formés, ils sont contrôlés, ils sont suivis. Mais il faut reconnaître aussi qu'ils abattent un travail exceptionnel. Et pour ces missions, un pécule de... Bon, vous n'allez pas me dire ce que vous gagnez à la fin du mois et je n'ose pas non plus. On est dans le cadre de l'État. Non, mais quand même, ils n'ont pas de salaire, ils ont un pécule. Oui. Mais c'est à caractère quand même confidentiel. Je ne peux pas me permettre de donner... Si vous ne voulez pas le dire. Mais au-delà du pécule, ils ont d'autres... Mon devoir, c'est de poser la question. Oui. Au-delà du pécule, ils sont des volontaires. Ouais.
voilà, qui ont accepté de servir l'État pendant 4 ans sans contrepartie financière. Par reconnaissance, l'État leur donne un pécule mensuel, plus une prise en charge à hauteur de 80%, plus la gratuité du transport et plus une formation. Très bien. L'autre problème ou problématique, c'est la relation entre l'ASP et les forces de défense et de sécurité. Au début, il y avait beaucoup de problèmes, il faut le reconnaître. La police, la gendarmerie voyaient très mal d'ailleurs l'arrivée de l'ASP. Aujourd'hui, quel est l'état de cette relation? Bon, l'état de cette relation, la relation entre l'ASP, la police et la gendarmerie se porte très bien. Parce que bon, dans nos missions, l'État nous demande de recruter, de former et de mettre à la disposition de la police et de la gendarmerie des ASP pour les aider dans le cadre de la mise en œuvre, dans le cadre de l'exécution de leur mission. Ce que l'ASP a fait. Nous avons 2000 ASP à la police au départ, 1000 ASP à la gendarmerie et dans tous les autres secteurs, 1000 ASP dans l'administration territoriale, 500 ASP dans les familles religieuses. Donc on est présent un peu partout à travers un maillage territorial et un maillage national. Donc c'est une obligation continue dans le cadre de nos missions de recruter, de former et de renforcer le dispositif sécuritaire géré par les forces régaliennes, à savoir la police et la gendarmerie. Donc il y a une convention qui nous lie. Donc dans cette convention, il y a une évaluation permanente. Il y a la formation complémentaire de la part de ses partenaires. C'est vrai qu'il y avait quelques petits problèmes au départ, mais quand même aujourd'hui les relations se portent très bien. Récemment, nous avons organisé une séance de travail avec le top management de la police et j'étais en compagnie aussi du top management de l'ASP. Donc les rapports se portent très bien. Les ASP aident la police dans le cadre de leur mission, comme nous aidons la gendarmerie dans le cadre de leur mission. Justement, ils sont sous les ordres de la police et de la gendarmerie une fois qu'ils sont mis à leur disposition. Bon, c'est une question d'interprétation en fait. C'est comme vous me dites que les services décentralisés sont sous la tutelle de l'administration territoriale. C'est pratiquement la même chose. C'est nous qui recrutons, c'est nous qui formons, c'est nous qui mettons à la disposition de la police. Oui. Donc nous coordonnons, nous supervisons. Oui. Mais la gestion exécutive, c'est la police, c'est la gendarmerie. Nous avons des séances de travail, d'évaluation régulière. D'accord. Qui est le donneur d'ordre? Nous sommes les donneurs d'ordre. Vous, oui. Biram Faye, en tant que DG. Effectivement, parce que c'est nous qui recrutons, c'est nous qui formons, c'est nous qui payons, oui. C'est nous qui soignons. Et une fois que l'ASP est mis à la disposition de la police, mais la police a ses exigences. Oui, mais ces exigences, qu'est-ce qui se passe après? Ces exigences sont contenues dans le cadre de la convention partenariale qui nous lie, qui a des clauses très claires. Oui. Donc, et un commissaire peut dire à un ASP, faites ceci, sans passer par vous en tant que DG de l'ASP? Dans les règles de l'art et dans le respect aussi des lois et règlements. C'est comme et ça. Et dans le cadre aussi du respect des missions de l'ASP. Sans avoir à avoir, excusez-moi, votre autorisation. Mais bon, c'est comme Mamadou, vous prenez votre enfant, vous le confiez à votre frère. Donc il y a quand même certaines instructions, certains ordres que le frère a le droit de donner à... C'est tout à fait normal. Quelles sont les limites? Les limites sont contenues dans la convention qui nous lie. Oui. Et qui est évaluée de façon régulière. Qui dit? Bon, qui dit que l'agence recrute, forme et déploie à la police, à la gendarmerie pour les aider. Bon, ils peuvent les utiliser dans le cadre des métiers pour lesquels ils ont été formés. Et des formations complémentaires sont obligatoires également dans le cadre des métiers d'accueil. Très bien. Mais c'est l'ASP qui gère, c'est l'ASP qui coordonne, qui supervise. Les questions politiques de cette émission Jury du dimanche, iRadio ITV, maintenant, Biram Faye, qui est le coordinateur de la Task Force républicaine et directeur général de l'ASP. Question politique donc, c'est le président reste sur son ni oui ni non, répondant à la question sur un éventuel troisième mandat ou une éventuelle troisième candidature. Il a encore dit qu'il demande à ses partisans, tant au niveau de l'APR que de Benno Bokk Yakaar, de s'en tenir à cela. Vous dites quoi? Mamadou, vous savez, dans un pays, il y a un temps qui doit être consacré à la politique, un temps qui doit être consacré au travail. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'action. Nous sortons d'une consultation électorale présidentielle et le président a été plébiscité à hauteur de 58%. Donc, il a lancé un appel au dialogue.
nous devons nous concentrer sur les engagements que nous avons pris vis-à-vis du peuple souverain sénégalais qui nous a encore une fois renouvelé sa confiance. C'est le programme 5-3-5 avec les 5 initiatives, les 3 programmes, 0 bidonville, 0 déchets, les villes créatives et les 5 accès universels, l'eau, l'électricité, l'assainissement, les services sociaux de base, ainsi de suite. Donc, au-delà de cet élément, nous avons décidé librement d'appartenir à une formation politique. Nous avons un leader qui nous a demandé de ne pas aborder cette question publiquement. Mais ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, il l'a dit, s'il dit oui, ça peut aiguiser l'appétit dans nos rangs et nous ne resterons plus mobilisés et concentrés sur nos objectifs par rapport à l'émergence du pays et par rapport aux engagements que nous avons pris vis-à-vis du peuple souverain sénégalais. Donc, je l'ai dit encore une fois lors de l'interview qu'il a accordée à l'opinion, au peuple sénégalais à travers la presse, au moment venu, il fasse s'adresser aux Sénégalais. Pour le moment, les avis sont partagés. J'ai entendu certains dire que moralement, politiquement, mais j'ai entendu d'autres dire que légalement, juridiquement et constitutionnellement aussi, c'est un deuxième quinquennat qui est tout à fait normal et qui rentre dans les règles de l'art. J'ai entendu des constitutionnels émérites comme Babacar Gueye, j'ai entendu des opposants redoutables et farouches comme Baba Fall et notre frère Barthélémy Dias qui ont dit publiquement que c'est un mandat légal, constitutionnel et juridique. Mais je ne donne pas mon point de vue. Je ne donne pas non plus la position de mon parti. Parce que le président nous a demandé de ne pas aborder cette question. Vous ne dites rien. Moi, je ne dis rien. Je suis un militant discipliné. Pourtant, dans vos rangs, il y en a qui ont fait des déclarations, tout récemment d'ailleurs. C'est l'ancienne Premier ministre, mais aussi ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré. C'est également Maître Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Demdik, qui estime que le président doit se conformer à la limitation du nombre de mandats présidentiels, qu'il n'a pas droit à un 3e mandat. C'est des camarades de parti qui ont décidé librement de participer au débat public national. Nous sommes dans un état de droit, il y a la liberté d'expression. Ils ont donné leur point de vue en faisant fi de l'instruction qui a été faite à tous les militants par le chef de l'État. Et bien donc nous constatons qu'ils ont juste donné leur point de vue et c'est au président d'apprécier parce qu'il avait demandé à ce que la question ne soit pas abordée par les militants quand même sur la place publique. Et ça doit s'arrêter là, au constat qu'ils donnent librement leur opinion. Ben, ils ont donné leur opinion. Oui. Dans un pays démocratique, oui. Dans un pays où il y a une liberté d'expression. Oui. D'autres ont soutenu le contraire. C'est ça. Des constitutionnels experts émérites, oui. Des opposants qui ne sont pas avec nous. Oui. Donc chacun a donné son point de vue. Et donc vous n'êtes pas favorable à des sanctions parce qu'on a entendu certains quand ils sont exprimés en disant qu'ils n'avaient pas droit à un 3e mandat, on les a vus, ils ont été sanctionnés. D'autres qui ont soutenu le contraire ne l'ont pas été. Vous seriez partisan d'une expression libre des opinions sur la question? Vous savez, quand on décide, parce que jusqu'ici, ils ont soutenu leur appartenance à l'APR. Oui. Jusqu'ici. Oui. Ils n'ont pas dit qu'ils ont quitté les rangs de l'APR. C'est des camarades de l'APR qui ont donné leur point de vue par rapport à un débat posé sur la place publique. En faisant fi, encore une fois, de l'instruction qui a été faite par le chef de l'État. Donc je pense quand même que le parti prendra ses responsabilités par rapport à cette situation, par rapport à cet état de fait. C'est-à-dire que le président a donné des instructions. Ils ont fait fi des instructions qui ont été données par le chef de l'État. C'est au parti de prendre ses responsabilités. Des sanctions, par exemple? Bien sûr, c'est une évidence. Oui, mais des sanctions à l'encontre de qui? Seulement de ceux qui disent non à un 3e mandat ou ceux qui disent oui à un 3e mandat? Des sanctions à l'endroit de tous ceux qui outrepassent la décision prise par le chef de l'État. Des sanctions à l'encontre de tous ceux qui ont décidé, en tout cas, de défier le chef de l'État. Des sanctions à l'encontre de tous ceux qui ont décidé de ne pas respecter cette décision, cette mesure et cette instruction du chef de l'État. Nous sommes dans... Vous savez, dans la vie, on est libre quand nous n'avons pas encore choisi d'appartenir ou quand nous n'avons pas encore fait une option. Quel que soit le domaine, quel que soit dans l'amitié, dans la profession, dans le ménage, mais si nous avons pris sur nous la décision d'appartenir à un cadre, il faut respecter les règles de fonctionnement de ce cadre et donner aussi respect à l'autorité de ce cadre. Le président a
donné une instruction à tout le monde. Donc personne dans le parti n'a le droit d'outrepasser, de ne pas respecter et de faire fi par rapport à cette instruction donnée par le chef de l'État. Personne n'a le droit de dire ni oui ni non. Non, on doit le dire dans les frontières de l'organisation à laquelle nous avons décidé librement d'appartenir, et des espaces existent dans le parti pour donner son point de vue. Très bien. Si nous avons l'occasion de voir le président, si nous avons l'occasion de participer aux rencontres du secrétaire exécutif national, si nous avons l'occasion de participer au directoire national des partis, dans d'autres cadres comme la COJER, comme la CSR, comme la Task Force, et que le président donne des instructions, je pense quand même, c'est manquer de respect au président, purement et simplement. Et encore, j'en appelle au parti de prendre ses responsabilités par rapport à cette situation. Il ne doit pas y avoir de dérives ni de dérapage par rapport à des décisions prises par le chef de l'État. Birame Faye, loi d'amnistie en faveur de Karim Wade et de Khalifa Sall, il y a quelque temps, cela a été agité dans certains cercles. Le président dit que ce n'est pas à l'ordre du jour et qu'il ne veut pas parler de problèmes de personnes. Oui, parce que même quand on parle d'amnistie aussi, on n'amnistie pas des personnes, on amnistie des faits. Donc je m'en limite à ce que le président vient de dire. Ce n'est pas encore le moment, donc attendons de voir ce qui va se passer. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment, de toute façon. Le président a dit que ce n'est pas à l'ordre du jour à son niveau. Donc nous nous limitons à la déclaration du chef de l'État, président de notre parti en même temps. Et une loi d'amnistie, il faut quand même le rappeler, elle est votée par l'Assemblée nationale, pour même si l'Assemblée peut être saisie soit par le biais d'un projet de loi, donc du président de la République, ou alors une proposition de loi qui peut émaner d'un député. La dernière loi d'amnistie que nous avons connue, la loi Ezzan, était venue d'un député sous forme donc de proposition de loi. Oui, mais ça, nous sommes dans un état de droit, il y a la séparation des pouvoirs, l'exécutif fait son job normalement, l'Assemblée joue son rôle, la justice fait son job également. Bon, au-delà de ça, bon, si la situation le nécessite, ça rentre également dans les cadres de l'Assemblée nationale qui a pour mission de légiférer, de voter les lois, d'examiner et de contrôler l'action gouvernementale et récemment, lors du dernier référendum, évaluer les politiques publiques. Donc il n'y a rien d'anormal ni d'illégal, si ça devrait arriver. Pourtant, on a pensé que le fait que le président Abdoulaye Wade soit aujourd'hui le parrain de l'université du futur africain, l'université du futur africain qui va porter donc le nom du président Abdoulaye Wade, décision prise en Conseil des ministres, on a pensé que c'était le temps du dégel. Bon, de toute façon, le président était un homme de dialogue. Il est connu pour être un homme ouvert, un fédérateur, un rassembleur. Et il est constant également dans le dialogue. En 2012, il avait pris l'engagement de gagner ensemble avec ses alliés et de gouverner ensemble. Et jusqu'ici, contrairement à ce qui avait lieu en 2000, avec le départ de l'AFP et du PIT, 9 mois, 11 mois après l'arrivée de Wade au pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar est la coalition qui a le plus duré dans l'histoire politique du Sénégal, avec des concessions aussi nécessaires. Parce que le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales sont gérés par des alliés. Donc le président a respecté l'engagement qu'il avait pris, consistant à gagner ensemble et à gouverner ensemble avec ses alliés, en faisant des concessions, et même au détriment même de l'APR. Au-delà de ça, en 2014 aussi, il avait appelé à un dialogue, ce qui lui a valu d'ailleurs le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Et parce qu'il n'y avait pas de situation conflictuelle, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de coup d'État, il n'y avait pas d'ingérence. Il a décidé librement d'appeler à un dialogue. En 2019, la première adresse, en tout cas le premier message qu'il a lancé après avoir été plébiscité par le peuple souverain sénégalais, au moment où il avait la possibilité de gouverner, parce qu'il avait été élu à travers un score soviétique, 58%, il a encore lancé un appel au dialogue. Donc c'est un homme constant dans le dialogue. Mais vis-à-vis des Wade, Wade de fils comme Wade de père, quel est l'état de la relation finalement? Bon, c'est une bonne relation, comme la relation qu'il entretient avec tous nos compatriotes. Wade aujourd'hui bénéficie de tous les privilèges d'un ancien chef d'État. Oui, comme Abdou Diouf, voilà. C'est tout à fait normal. Oui, oui. Il l'a gagné démocratiquement, comme ce que nous avions vécu en 20 000, le vainqueur. Le vaincu a félicité le vainqueur. Le khalife général des Mourides les a réconciliés.
lors de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinane. On connaît cette histoire. Le président l'a raccompagné chez lui. Wade allait le voir. C'est ça. Et le président avait promis de rendre visite à son prédécesseur. Il a dit également que c'est à cause de la Covid qu'il n'est pas encore parti. Donc jusqu'ici, jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas d'élément factuel prouvant quand même d'une non-entente entre les deux. Il y a une entente? Mais bien sûr, le président s'entend avec tout le monde. Pourtant, Karim Wade, pour parler de Wade fils, a réagi au discours du chef de l'État. Il dit, je le cite, « Comme toujours, le chef de l'État Macky Sall a déçu les attentes des Sénégalais. Il n'a même pas été capable de respecter ses promesses sur une gestion sobre et vertueuse. Il est resté inerte et silencieux, notamment sur la vingtaine de dossiers de corruption transmis par l'OFNAC au procureur de la République. » Karim Wade qui poursuit, une CREI en léthargie, réactivée en 2012 exclusivement pour tenter de m'anéantir politiquement, des magistrats qui ont perdu tout sens de l'honneur et qui n'ont instruit aucun autre dossier depuis. D'abord, il doit respect à nos magistrats qui ont fait 4 ans pour avoir la maîtrise et 2 ans au centre de formation judiciaire, qui sont des compatriotes qui méritent quand même notre respect et notre considération. Donc, M. Wade doit respect quand même à ces hauts commis de l'État. Au-delà de cet élément, Karim Wade a choisi de s'opposer par procuration et à distance. Ma conviction est qu'il est à la source de la défaite de Wade. Il continue toujours quand même de créer des problèmes à son père. Pour moi, un digne fils ne doit pas adopter ce comportement. Est-ce qu'il peut rentrer? Il peut rentrer, il est sénégalais, il est français, il peut rentrer, mais il a choisi de rester à l'extérieur et de faire éclater ou peut-être une crainte d'un retour ou une interdiction d'un retour. Non, il n'a pas ce poids quand même. Oui, parce que quand je parle de crainte, je fais allusion quand même à la contrainte par corps qui pèse sur lui. De toute façon, c'est un dossier de justice qui est là, quand même. Il est interpellé sur certains faits, il doit s'exécuter. Le gouvernement n'interdit pas à Karim Wade de rentrer? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ou... Je ne pense pas. Vous savez, vous n'êtes pas certain. En 2008, quand nous avions quitté le Parti démocratique sénégalais, en nous débarrassant de tous nos mandats électifs et nominatifs, nous avions pris sur nous la responsabilité de faire 90 000 km et de se mettre en face du pouvoir. Le pouvoir, quand même, ça demande un combat. Karim Wade s'est présenté au point, il a été battu par Malick Diop. C'est son père qui l'a nommé. Il n'a jamais eu de mandat électif. Il a toujours eu des mandats nominatifs. Wade a eu à nous dire qu'il était meilleur parmi nous tous. Voilà le souvenir que nous avons de Karim Wade. Maintenant, s'il veut être un homme politique d'envergure, je pense qu'il doit rentrer au Sénégal et se battre comme tout le monde, au lieu de rester à l'étranger et d'essayer d'avoir aussi une démarche cohérente. Il a quand même dit que la gestion sobre et vertueuse, c'est une promesse qui n'a pas été respectée par le président Macky Sall. La gestion sobre et vertueuse, je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de la fusion de beaucoup d'agences, au-delà de la suppression de beaucoup d'agences dont l'utilité n'était pas très importante, beaucoup d'économies ont été faites dans le cadre des voyages en première classe, dans le cadre de la téléphonie, dans le cadre des véhicules administratifs. Donc beaucoup d'économies ont été faites sur le plan économique. Au-delà de ça également, quand nous arrivions au pouvoir en 2012, le taux de croissance était à 1,7%. Nous l'avons ramené à 7%. N'eût été le Covid, et les prévisions faisaient office de 0,7% et nous attendons à plus de 2%. Dans tous les secteurs... Quel est le lien entre taux de croissance et ces dénonciations de Karim Wade qui dit qu'il y a des dossiers de corruption, une quarantaine transmis par l'OFNAC au procureur de la République et que rien ne bouge et que la CREI, depuis pratiquement qu'il a été condamné, je l'ai dit tout à l'heure, n'a rien fait d'autre. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un état de droit, avec la séparation du pouvoir. Chaque institution a son rôle à jouer. La justice est en train de faire son travail correctement. Donc nous faisons confiance à la justice. Mais c'est juste pour lui dire et de dire à tous ces opposants nihilistes que le pays quand même est sur de bons rails. Le Sénégal est respecté à travers le monde et aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie socio-économique, des avancées considérables ont été réalisées. Projet de parquet financier, ça a été annoncé par le président de la République pour annoncer l'enterrement de la CREI. Si la situation le nécessite, je ne vois pas d'inconvénient. Vous êtes favorable à la suppression de la CREI? De toute façon, c'était une bonne chose de mettre en place l'OFNAC
de réactiver la CREI pour ceux qui ont âgé le pouvoir et pour nous-mêmes. Aujourd'hui, vous êtes favorable à la suppression de la CREI? Oui, je suis favorable à la réactivation de la CREI. Je suis favorable à la création de l'OFNAC. Pour ceux qui ont géré ce pays jusqu'ici, et pour nous qui sommes en train de gérer ce pays. Je parle d'aujourd'hui qu'un projet de parquet financier. C'est quoi votre opinion, Biram? Il faut être précis dans ce que vous dites. Si le président juge nécessaire quand même de procéder de la sorte, moi je ne vois pas d'inconvénient. Supprimer la CREI? Je ne vois pas d'inconvénient si c'est le point de vue du président. Parlons des membres de la famille du président. D'abord, Aliou Sall, le frère du chef de l'État, ancien directeur général de la CDC, qui vient de bénéficier d'un non-lieu dans l'affaire dite Petro-Tim. Votre commentaire, très rapidement? Oui, bon, la justice a donné son verdict. Il y a des opposants qui nous ont tenus en haleine depuis très longtemps. Et pour la première fois aussi, un membre influent de la famille du président est livré à la justice. Donc nous saluons quand même cette décision qui vient d'être prise par le chef de l'État. Et l'opposition ne doit pas rimer avec haine, en vérité. Ils ont accusé, ils ont été incapables d'apporter les preuves nécessaires. Aliou Sall se dit ostracisé par le simple fait qu'il soit le frère du président. Il avait été démis de ses fonctions. Aujourd'hui qu'il bénéficie de ce non-lieu, quelle devrait être la conséquence à votre avis? D'abord, il a été élu, donc il jouit de la confiance des populations de Guédiawaye. Et le président avait dit que tous ceux qui ont gagné doivent être récompensés politiquement. Donc il mérite d'être récompensé. Politique ne doit pas rimer avec haine. Il doit être nommé à une fonction. Mais bien sûr, il le mérite. C'est un homme compétent, c'est un homme qui a prouvé sa représentativité également. Vous êtes favorable? C'est un homme qui jouit de toutes les légitimités intellectuelles, d'ancienneté dans le parti, de représentativité. Vous êtes favorable à son retour aux affaires au niveau de l'État? Mais bien sûr. C'est un homme qui nous a accompagnés avant notre arrivée au pouvoir, au-delà de sa parenté avec son frère. C'est un homme qui a gagné un département. C'est un homme qui a fini de faire ses preuves. Il est sorti du CESTI. C'est un concours très sélectif. Il a de l'expérience dans le cadre de la gestion de l'État. Il a prouvé sa représentativité. Il jouit de toutes les légitimités intellectuelles. C'est une légitimité en termes d'ancienneté. Donc il mérite d'être promu à des postes de responsabilité en fonction de ses compétences et de son engagement militant. Mansour Faye, beau-frère du président, maire de Saint-Louis, son projet de débaptiser l'avenue Charles de Gaulle à Saint-Louis pour qu'elle porte le nom du président Macky Sall. Mais c'est une bonne chose. Ah oui. Même avant-hier. Même si le président a semblé dire que, ce n'est pas une bonne idée. Le président est un homme connu pour son humilité, pour sa modestie, pour sa simplicité. Oui, et malgré tout, cette avenue Charles de Gaulle doit porter le nom du président Macky Sall. Mais il doit même porter. Il y a d'autres infrastructures qui méritent même de porter son nom, vu son arrivée. Vous savez, Mamoudou, nous devons être contents d'avoir un leader comme le président Macky Sall. C'est grâce à Dieu et grâce à son mérite personnel. Mais en termes de parcours politique et institutionnel, c'est une situation inédite, le parcours du président. Ça, c'est un deuxièmement. L'APR, c'est pareil. C'est un parti qui n'a plus rien à prouver. La coalition Benno Bokk Yakaar est la coalition qui a le plus duré au pouvoir. Le président est en train de révolutionner ce pays dans tous les secteurs. Et le Sénégal rayonne davantage à travers le monde. Avant-hier, j'ai beaucoup salué la mesure qui a été prise par le président de donner le nouveau centre qui vient d'être inauguré à un compatriote vivant qui n'a plus rien à prouver dans le domaine de la médecine. Il a dit à cette occasion que, à la limite, ce n'est pas le moment de... On ne doit pas attendre que son nom soit donné à certaines infrastructures. Nous ne le souhaitons pas, mais on ne doit pas attendre la mort des grands hommes pour les honorer. Nous devons le faire de leur vivant pour pousser les autres à prendre ces gens en modèle. Je termine, mais vraiment, Maître El Hadji Diouf, chez nos confrères de Sen TV, qui dit qu'au cours d'une réunion de Benno Bokk Yakaar, le président de la République a dit qu'il ne veut pas d'élection jusqu'en 2024. Vous le confirmez? Ça n'engage que lui. Vous ne le confirmez pas? Je suis à l'APR, membre fondateur. Je suis dans toutes les instances. Je n'ai jamais entendu le président dire... Il l'aurait dit en réunion de Benno Bokk Yakaar. Je n'étais pas là-bas. Et je ne peux pas le confirmer non plus. Soham El Wardini, maire de Dakar, le chef d'État qui dit que le statut de la ville est caduc, en faisant allusion à la ville de Dakar. Soham El Wardini qui dit que c'est aux Dakarois de décider du sort de la ville. Le statut de la ville est caduc et incohérent
Vous savez, la ville n'est pas une création ancienne, c'est une création nouvelle. Oui. Les villes de Dakar, Rufisque, Pikine ont été créées il y a quelques années, et celle de Thiès. Au-delà de ça, il y a le nouveau plan national d'aménagement local qui parle de métropole internationale pour Dakar et de métropole d'équilibre pour Tambacounda et d'autres localités du pays. Dans le 96, on a parlé on a mis en place les régions. L'acte 3 de la décentralisation a consacré Très bien. Terminé. La commune et le département. Et même dans l'article 167, on nous dit que la ville a le statut d'une commune et on nous dit qu'on peut créer la ville. Donc c'est une opportunité qui est offerte, mais ce n'est pas une obligation. Je pense pour plus de cohérence quand même, je ne verrai pas, ça ne me poserait pas problème que la ville de Dakar soit supprimée. Et ça ne va pas disparaître parce que Dakar va rester, les infrastructures vont rester. Donc pour plus de cohérence, avec le nouveau plan national de développement local, pour respecter aussi les deux statuts qui ont été consacrés par l'acte 3 de la décentralisation, où on nous dit que les territoires sont la commune et le département, ça ne me poserait pas problème que la ville soit supprimée. Voilà, merci. On est au terme de cette émission. Merci à Massering Dieye, Ibrahima Bousso, Abdoulaye Maïga pour vos questions. J'ai essayé de les résumer pour certaines et pour les autres, peut-être on aura une autre occasion, des questions posées sur notre page Facebook. Biram Faye, directeur général de l'ASP, mais aussi coordonnateur de la Task Force républicaine, était l'invité de ce jury du dimanche e-radio ITV, le premier numéro de l'année. À la technique, Abdoulaye Ndiaye et toute l'équipe de cadreurs et de preneurs de son. Réseaux sociaux, Biram Pouy, Mamadou Diagne, E-Media SN vous fera le compte-rendu de cette émission avec Babacar Fall pour le texte et à la photo Abdoulaye Silla. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.